Donc, je vous présente Grégory Darbadi, qui n'est jamais venu à nos rencontres et débats autrement, mais il est professeur de philosophie dans le 9-3, donc c'est pas facile, mais il adore, vient-il me dire, et il est aussi animateur de Café Philo et de Ciné Philo à Pantin, toujours la banlieue parisienne, mais très proche. 9-3. Il a aussi écrit un livre, ça s'appelle Paris Philo. Et puis voilà, et tout à l'heure, nous allons parler, après la projection, d'un débat que j'ai intitulé Pierre Rabhi, sage engagé, un sage engagé, c'est vraiment le cas. Et comme sous-titre, sa devise en fait, se transformer en transformant le monde. Et je crois que ça parle à tout le monde. Et je laisserai Grégory vous parler de ces concepts-là et de les démanteler, de les déconstruire et de les reconstruire. Maintenant, quelques mots sur ce film, juste pour présenter Pierre Rabhi. Je ne sais pas si tout le monde le connaît bien. J'ai dit c'est un sage engagé parce qu'en fait il est engagé dans ce combat de l'agroécologie dont il est le pionnier en France depuis 61. C'est en 61, donc bien avant le mouvement 68, qu'il s'est déplacé en Ardèche sur une terre aride. Il a vécu pendant des années avec sa femme Michel quand même. Sur une terre aride, complètement aride, dans des conditions dénudées, d'un dénuement complet, c'est-à-dire sans électricité et sans téléphone. Je ne sais pas comment il a fait pour communiquer, parce que même le chemin qui a mené à cette ferme était impraticable. Donc il n'a pas eu de crédit, donc il était très pauvre. Il faut dire qu'il était OVS avant. Et voilà un chemin qu'on ne peut qu'admirer, parce que c'est un homme qui met quand même ses idées en adéquation avec sa pratique, sa vie. Et ça compte. Et ce n'est pas toujours le cas de tous les philosophes. Voilà, lui-même, il n'a même pas la prétention de se dire philosophe, alors que, bon, je pense que l'écologie est une pensée qui a quand même des bases philosophiques. Mais pas seulement, qui est très pratique aussi. Donc lui, il est engagé dans pour l'homme, c'est un humaniste, et pour la terre. Et il ne jure que par l'humus. Alors ça, je rentre dans le détail, peut-être pas, vous allez le voir dans le film. Et il a exporté sa méthode d'agroécologie en Afrique, au Burkina Faso précisément, et d'autres pays d'Afrique. Et donc, après cette extension qu'il a voulu donner, mais qui a plus ou moins réussi, à cause d'un assassinat d'un homme politique au Burkina Faso, précisément, il a créé sa fondation Pierre Rabhi, qui est devenue Terre et Humanisme, et aujourd'hui qui s'appelle Colibri. Et là, il y a un vrai élan des jeunes générations pour cet homme et pour son action. Parce que Pierre Rabhi est quelqu'un qui a compris que cette course effrénée dans laquelle nous sommes engagés pour le toujours plus ne peut qu'amener à la destruction de la terre et destruction de l'homme. Hein. Et en plus, ça ne rend pas heureux. Ça ne rend pas heureux et lui, par contre, il a ce credo, moins de liens, moins de bien, plus de liens. Donc ça, c'est davantage une recette de bonheur, très apparemment. Et je veux dire que ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est justement la fin. Ces deux personnes âgées, ces hommes, Edgar Morin à côté de Pierre Rabhi, ce sont pour moi des lanceurs d'avenir, vraiment, tout âgés qu'ils sont, et ils ont vraiment une vision de l'avenir et de responsabilité par rapport aux générations futures. Sankara n'avait pas été assassiné dans un complot international dans lequel la France d'ailleurs est impliquée, avec Pierre Rabhi et puis tous les Burkinabés,
le Burkina ne serait pas descendu au 7e rang de la pauvreté dans le monde. Il n'empêche que l'esprit de Sankara, le travail de Sankara, les valeurs de Sankara qui sont similaires à celles de Pierre, est resté dans les esprits, dans la volonté du peuple burkinabé. Et aujourd'hui encore, Gorom malheureusement est pratiquement impossible d'y aller, trop dangereux, mais Pierre Rabhi il y était l'année dernière, et ses enseignements, ils continuent dans les petits pays du Sahel, du Burkina, et je le sais notamment parce que je fais partie avec Marie-Claude d'une petite association qui s'appelle Coup de pouce Nord-Sud. On travaille dans des villages complètement oubliés, et cette année, il y a, avec aussi une association italienne, je résume, il y a des maraîchages faits par des coopératives de femmes. Et cette année, les représentants de Pierre Rabhi vont venir apprendre aux femmes tous les enseignements de Pierre Rabhi pour que donc, ça continue non seulement de vivre, mais de résister aussi. C'est un semeur d'espoir, hein, comme le dit un de ses titres de livre, un entretien avec Olivier Lenèvre. À vous, Grégory. Oui, voilà, j'ai déjà une cours. Bon, je vais essayer de le tenir à la bonne hauteur pour ne pas vous casser les oreilles. Bon, d'abord, un mot pour vous dire combien je suis heureux ce soir de me joindre à vous, de participer donc, à cette soirée qui est organisée par Britt et Christian. Et je voudrais simplement évoquer rapidement le nom de Gunther Goran, qui m'a laissé un message pour me dire ce serait bien que tu viennes animer cette soirée. Et voilà, donc merci aussi à Gunther qui m'a permis de venir ce soir. Je suis prof de philo, donc je ne suis pas un hagiographe, je ne vais pas écrire, enfin on va pas écrire ce soir la vie du saint Pierre Rabhi. Je suis simplement là pour essayer de penser à partir de l'exemple de Pierre Rabhi, de sa pratique, le rapport que l'on pourrait aujourd'hui avoir avec le monde. Alors, je suis quelqu'un de très très studieux. Je tiens à vous dire que bon, Pierre Rabhi, je connaissais de nom, j'avais lu quelques textes courts, mais je n'avais pas lu les 4 livres que j'ai lus pour me préparer à la soirée. Je suis quelqu'un de très studieux et j'ai lu également, enfin j'ai relu des textes de philosophie et je vous proposerais de mettre en place les éléments d'un questionnement ce soir à partir des différentes propositions qui ont été énoncées. Donc la première, un sage engagé, Pierre Rabhi, un sage engagé, on va essayer d'y voir un peu plus clair, savoir quel type de sagesse, quel type d'engagement. Et puis la deuxième proposition, se transformer en transformant le monde. Alors comment on peut articuler cette transformation de soi et celle du monde, essayer de la penser ensemble, voilà l'objectif. Sachant que finalement Pierre Rabhi nous met en demeure de penser beaucoup de choses, malgré son air de ne pas y toucher, la philosophie nous met en demeure de penser beaucoup de choses, notamment la place de l'homme aujourd'hui, et c'est pas simplement comme on pourrait le dire très rapidement, une espèce de rêveur, de poète de la Terre, même si, de toute évidence, il est animé par un rêve. Et donc, je vais peut-être commencer par ça, peut-être le rêve de Pierre Rabhi. Et il manquerait d'emblée dans la philosophie, et un livre que j'ai lu il y a quelques années, et dont la référence est imposée à moi, d'abord par le titre, et puis par le contenu. C'est un livre de Gaston Bachelard qui est peut-être pas le plus connu, un des plus épais en revanche, qui s'appelle donc La Terre et les rêveries de la volonté. Et en le parcourant de nouveau, mon regard s'est braqué sur un chapitre. Mais voilà, de nouveau, j'ai le livre qui s'ouvre sur ce chapitre, hein, le lyrisme dynamique du forgeron. Pourquoi le forgeron? Parce que le père de Pierre Rabhi était forgeron à l'origine. Et donc il y a toute une rêverie qui est organisée autour de la terre, avec une recension d'ouvrages philosophiques ou littéraires par Gaston Bachelard, autour de ce thème de la rêverie de la terre, rêverie de la volonté, rêverie de la puissance, l'épreuve de la résistance aussi,
tous les concepts qu'on vient de rencontrer, qu'on aurait pu noter, parce qu'il y a plein de concepts, eh bien on les rencontre dans cette recension de Gaston Bachelard. Et je voulais commencer mon intervention, parce que je n'ai pas encore commencé, mais je vais être très très bref, hein. Ne vous inquiétez pas. Je voulais commencer par un vers de Paul Éluard, qui est cité par Gaston Bachelard. Je vous ai dit que j'étais studieux, mais Bachelard était aussi quelqu'un de très studieux, qui lisait, qui prenait beaucoup de notes. Donc c'est un vers de Paul Éluard qui figure dans le livre ouvert et qui dit ceci, cendre, polissez la pierre qui polit le doigt studieux. Voilà. Alors là, on n'est pas dans la transformation de soi par la transformation du monde. Le monde nous transforme, la pierre nous transforme, les cendres transforment la pierre qui nous transforme à notre tour. Et ça nous ramène évidemment à la première proposition. Pierre Rabhi, un sage engagé. Voilà. Alors quel type de sagesse? On pourrait disserter longuement, je ne vais pas ici faire un inventaire des différents types de sagesse, mais c'est intéressant de savoir si qualifier Pierre Rabhi de sage a du sens ou pas. Voilà. Parce qu'on se pèse souvent de mots et c'est un peu court. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il se définisse comme un sage en tant que tel. En revanche, le terme engagé me semble intéressant. Pourquoi? Parce que engagé, c'est simplement être mis dans le monde, être engagé, être là, être jeté là. Je suis engagé, j'ai pas choisi d'être engagé. Je suis engagé parce que je suis né. Je suis engagé sur la terre. Ça serait du fatalisme. Comment? Ça serait du fatalisme. Non, mais justement, il y a ces deux sens-là, il faut me laisser aller jusqu'au bout. Il y a le fait d'être là, d'être mis sur la terre, d'être jeté, et puis ça c'est être engagé, puis après il y a s'engager. Voilà. Le sage engagé, il peut être aussi engagé sur la terre en se disant, bon, il y a un ordre, je vais essayer de le comprendre, de le suivre, un ordre qui était recouvert par beaucoup de choses, je vais essayer de le comprendre, de le redécouvrir, et de le suivre de nouveau. C'est la pensée de plein de philosophes, hein. Il ne s'agit pas de changer l'ordre du monde, mais de le retrouver pour renouer avec l'équilibre du monde. C'est la pensée des stoïciens, par exemple. Et puis il y a la pensée, évidemment, qui était la vôtre, oui, mais qui est sans doute celle de Pierre Rabhi. Et c'est, bien sûr, le point de départ, il est là, on est dans le monde, et puis on peut s'engager, on peut se réemparer de ce rapport qu'on a au monde. Voilà. On n'a pas décidé de naître, mais on peut se réemparer de ce rapport et s'engager de nouveau en prenant conscience, c'est le titre donc une partie du titre de son dernier ouvrage, La convergence des consciences, en prenant d'abord conscience de la place qu'on occupe dans le monde et du rôle qui est possible de jouer dans le monde en le transformant si c'est vraiment le but qui est visé par Pierre Rabhi. Transformer le monde tel qu'il est devenu aujourd'hui, c'est le monde qui est devenu aujourd'hui le nôtre, monde de l'argent, du consumérisme, du productivisme, assurément. Transformer le monde tel qu'il est peut-être dans ce qu'il était dans son premier état, peut-être pas. Je parlais à l'instant des stoïciens qui posaient comme principe de vie qu'il fallait suivre la nature, non pour se résigner, mais pour être au diapason du monde, pour intonner la même raison qui intonne dans chaque être du monde, les animaux, les plantes, etc., et faire cet effort pour se retrouver. Alors évidemment, je ne pense pas que ce soit la position de tout un chacun ici, c'est peut-être pas la position de Pierre Rabhi, mais c'est quand même quelque chose qui a du sens, parce que se transformer en se transformant, oui, bien sûr, c'est possible, ça a toujours été possible. Il y a des proverbes, des dictons, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, oui, on ne cesse de se transformer en agissant, en produisant, en créant, en fabriquant, depuis toujours. Mais la question qui nous vient à l'esprit, à tous ici, c'est d'accord, mais pour faire quoi? Quelle est cette transformation? Comment
comment voulons-nous nous transformer? À quoi voulons-nous ressembler? Quelle est la conception de l'être humain que nous voulons défendre et que nous visons? À mon avis, c'est... Dans le cas de Pierre Rabhi, ça semble assez évident. Ça ressort du film, ça ressort de toute sa vie. Oui, bien sûr. Se prendre à bras les corps la nature telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Et alors justement, la nature, elle est ambivalente aussi. Et il ne me semble pas qu'il y ait une glorification de la nature. Il y a un rapport poétique à la terre, une inspiration de la terre, et puis une recherche qui est celle de Pierre Rabhi. Il parle de la société civile, de la richesse de la société civile, de la force de proposition de la société civile. Il ne tranche pas particulièrement. Il y a ce principe de vie qui est là, qui constitue pour lui un potent indicateur de chaque instant. Il faut préserver la vie. Mais quelle est la perspective? Quel est le but qu'il se donne? À mon avis, le but n'est pas fixé d'avance parce qu'il y a une conception aussi de la liberté. Il y a une pensée de la liberté. Il n'y a pas de fatalité, mais il y a de la liberté, de la responsabilité, il y a de la délibération, du débat, une possibilité aussi de chercher à s'accorder. Voilà. Il n'y a rien qui s'impose, il n'y a rien qui s'impose à nous. Tout dépend de nous. Voilà. Ça, c'est une belle conclusion. Tout dépend de nous. C'est pas la conclusion. Non, mais c'est une conclusion intermédiaire, madame. Oui, il me semble que Pierre Rabhi, il donne sa position à la fin du film, quand il explique pourquoi il fait tout ça. Il ne fait pas tout ça par un idéal, la nature, le milieu. C'est pour trouver sa propre cohérence. Alors, il se trouve que j'ai été assez sensible à ce qu'il explique au début de son enfance. Toutes les choses par lesquelles il a été traversé par l'intermédiaire de son père, le contexte dans lequel il était. Donc, on sent une personne qui a été effectivement sensible et traversée par des tas d'éléments, y compris spirituels, et qu'il a construit sa vie. Moi, il ne me donne pas l'impression d'avoir un objectif, mais son plaisir et son bonheur à lui, c'est de trouver sa cohérence. Et à travers le film, on voit aussi que toutes les personnes qu'il rencontre, quand on compare ce qui se passe dans les villages africains, ou quand on pense à la princesse de Polignac, ce sont des choses complètement différentes, mais la pensée, la présence, le témoignage de Pierre Rabhi a trouvé des échos complètement différents, chez des gens complètement différents qui, là où ils sont, font ce qu'ils ont à faire avec ce qu'ils sont. Et pour moi, c'est ça, la grande leçon de cette affaire-là, c'est que chacun, là où il est, soit traversé ou pas, ça c'est pas volontaire, mais puisse agir ensuite et construire sa vie en fonction de ça. Pardon, oui. Mais pour moi, c'est l'expression qu'il donne à la fin de la cohérence, c'est de se retrouver en joie avec lui-même et vis-à-vis du monde. Ça, pour moi, c'est l'objectif suprême. Et il me semble que c'est là son énergie, et c'est pour ça que ça porte auprès de plein de gens complètement différents. Et ça, c'est merveilleux. Alors, très bien, mais je suis d'accord avec vous. C'est d'ailleurs, on pourrait appeler ça la philosophie du colibri. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, c'est quelque chose de... Alors, c'est sans doute une posture de résistance, parce que, à mon avis, au-delà de cette philosophie du colibri, il y a aussi une dimension de l'exemplarité. Et ça, moi, ça me renvoie à Hercule. C'est pas du tout... voilà, je ne veux pas comparer Pierre Rabhi à Héraclès, mais le modèle de l'homme vertueux, chez les Grecs, c'était le spoudaios. C'était un homme qui pouvait servir d'exemple. Voilà. Et le spoudaios, ça a été Achille, puis Hercule, enfin Héraclès. Et donc, il ne s'agissait pas de devenir un demi-dieu, il s'agissait simplement de se régler sur cette possibilité d'agir et de se tenir droit par rapport à soi. Et tout à l'heure, Britt, je crois dans l'introduction, a évoqué
indirectement la sagesse de Pierre Rabhi. Alors il y a la sobriété, la joie, qui se traduit par la joie, etc. Mais il y a aussi dans Pierre Rabhi, il me semble, hein, quelque chose qui a à voir avec une espèce d'ensemble de règles de vie, de principes, qu'il a mis au jour progressivement, et qu'il se fait fort de respecter. Voilà. Cette sagesse, ce n'est pas la sagesse de tout savoir, de tout comprendre du monde, mais de se tenir à des principes qu'il a compris par rapport à son expérience, sa pratique, et de faire en sorte que ces principes-là aient du sens en permanence et éclairent chaque action de sa vie. Et c'est précisément la sagesse. Excusez-moi de faire des références philosophiques, mais je suis prof de philo, donc voilà, et je ne veux pas non plus vous assommer. Mais il y a deux conceptions de la sagesse chez les stoïciens, parce que les stoïciens, c'est les penseurs de la nature, hein, et il y a une sagesse du monde, une sagesse complète, un savoir complet du monde, c'est inaccessible, et puis la sagesse du sage qui se fixe des règles, des devoirs, et qui se tient à remplir ses devoirs chaque jour. Et c'est un modèle de vertu aussi, de philosophie morale concrète que l'on peut trouver dans Pierre Rabhi. Et moi je suis assez surpris parce que d'emblée, quand j'ai lu les livres de Pierre Rabhi, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est pas un philosophe. Je vous dis comme je l'ai pensé, c'est pas un philosophe, c'est pas un grand penseur. Et après je me suis dit, mais c'est peut-être pas un théoricien, mais il a une expérience, un rapport à la vie qui est très intéressant, et il a une philosophie pratique, concrète. Voilà. Et donc, alors il y a des exercices qui renvoient à des pratiques philosophiques qui renvoient à des pratiques voilà, millénaires, et puis il y a des pratiques comme l'application du principe d'agroécologie, et cette méditation sur l'humus, et puis cette transformation du monde, cette récupération de la vie sur le désert, qui me semble aussi donner à penser énormément de choses. Et la pratique, la philosophie, elle peut aussi naître d'un rapport à la pratique. On peut aussi penser ce qu'on fait chaque jour, et c'est aussi une manière de philosopher. Voilà. Sans constituer un système philosophique. C'est très bien, c'est très très bien, parce que je voudrais enchaîner sur ce concept sur lequel il a écrit tout un livre, Vers la sobriété heureuse. Vous avez des idées de ce que peut être la sobriété heureuse? Il donne une notion de responsabilité qui est intéressante aussi. C'est-à-dire que tout le monde a une part de responsabilité. Alors, ça renvoie au colibri, bien sûr, mais qui est à la fois une responsabilité individuelle et une responsabilité collective dans chacun de nos actes. Il n'y a pas de petites actions qui n'aient pas de conséquences, puisqu'ils pensent vraiment la planète comme un tout, et on est chacun, à chaque instant de notre vie, un élément de ce tout. Et la façon dont on va se responsabiliser ou pas sur notre façon de consommer, sur nos relations aux autres, puisqu'il parle aussi de la dimension non violente, hein, ça renvoie aussi à Gandhi, hein, soit aussi le changement que tu veux voir advenir. Eh bien, si on commence à penser chaque instant de sa vie comme ça, effectivement, il y a une transformation qui se met en place, parce que dans le mode de consommation, quand il dit « je ne donne pas d'argent aux multinationales », quand on commence à dire « je vais construire ma vie en donnant le moins d'argent possible aux multinationales », on ne vit plus de la même façon. Et tout s'enchaîne quand on essaye de monter les choses comme un puzzle. Alors évidemment, ce n'est pas simple, et peut-être d'autant moins quand on vit en citadin dans les grandes villes, où on est quand même pris dans des logiques. Et puis on est dans un système financier, c'est-à-dire qu'on est déresponsabilisé et on nous habitue à payer à la place de prendre nos responsabilités. Quand on crée un droit de polluer, ça va dans ce sens-là. À mon avis, politiquement, c'est une irresponsabilité totale. Merci beaucoup. Pour moi, la sobriété heureuse a à voir avec la décroissance, en fait. Avec la décroissance, et il a ajouté le heureux parce que vous savez qu'il y a Serge Latouche qui est très engagé comme philosophe et comme acteur, penseur dans la décroissance. Et il s'est dit, Pierre Rabhi, ils étaient très amis, la décroissance, ça, je vais pas pouvoir faire passer ça aux citoyens qui sont habitués, comme vous dites, à la consommation, à la surconsommation, et qui
soi-disant, enfin ils se persuadent eux-mêmes de trouver le bonheur, enfin ils courent après le bonheur comme ça. Alors il a ajouté quand même ce « heureuse », il s'en explique dans son livre, le dernier, parce que lui-même, je crois que très profondément, c'est quelqu'un qui a trouvé sa voie, et donc par là, par cette adhésion à sa psychologie profonde et sa mise en adéquation de la vie et de la pratique avec la pensée, il a trouvé le bonheur. Mais sobriété heureuse, oui, c'est en fait une contradiction. Ça peut passer pour une contradiction. Qu'en pensez-vous ? Et dans le même temps, non, pas vraiment. Puisque l'idée qu'on puisse toujours ajouter du plaisir au plaisir, de l'argent à l'argent, des biens au bien, ce principe d'accumulation, il est sans fin. Donc si on veut vraiment être heureux, si on veut vraiment jouir de la vie et des biens que l'on a, des plaisirs que l'on vit, eh bien il faut savoir s'arrêter. Et je trouve que c'est pas une contradiction, pour moi c'est presque un pléonasme. La vraie sobriété, elle a du sens dans la mesure où elle rend heureux. Voilà. Et sinon on est dans le manque et il faut chercher autre chose. Et alors, on ne trouve pas cette formule chez Épicure, mais moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah ça c'est la lettre à Ménécée, quoi. C'est Diogène quand même, hein. Faut Aussi. penser à Diogène dans son tonneau, qui se contente de peu, et qui a le luxe de dire à Alexandre, oui. Ôte-toi de là, parce que moi je voudrais bien profiter du soleil. Hein. Alors, puisque vous citez Diogène, permettez-moi de citer Épicure. Épicure, dans une lettre, c'est pas une des trois lettres, hein, mais dans une lettre qui a été retrouvée, un extrait, écrit, donc un de ses correspondants, apporte-moi un petit pot de lait caillé pour que je puisse faire bombance. Voilà. Voilà. Ça me rendra heureux. Un petit pot de lait caillé. Voilà. Sur la sobriété est-elle de nature à nous rendre heureux? Je sais pas, vous avez envie de parler, de dire quelque chose? Ça dépend ce qu'on entend par sobriété. C'est-à-dire qu'on peut être très heureux La frugalité, hein. Oui, La frugalité. en partageant une goutte de vin plutôt qu'une bouteille. Bien sûr, on est plus heureux à partager effectivement une demi-bouteille à 2 ou à 4, je ne sais pas combien, qu'à en boire 12 litres tout seul. C'est aussi, mais c'est aussi ce qu'il dit, dans quoi on met son bonheur. Et effectivement, le bonheur, on ne doit pas le tirer de la consommation des objets, mais de la jouissance qu'on en a avec les autres, justement. Et que la plus grande, ce qui nous apporte le plus de bonheur, ça devrait aussi venir de la vie, donc de la planète sur laquelle on vit, du fait qu'elle reste habitable, qu'on la transmette aux autres générations, plutôt que de la consommer. Ce qui devrait nous rendre heureux, c'est de la transformer comme il le fait, la transformer pour la garder vivante, alors qu'en la consommant, on la tue. Quoi. Enfin, je veux dire, effectivement, ça dépend si le bonheur, on le voit tout seul ou si on le voit avec les autres. Absolument. Là, ce qui m'a plu aussi dans ce film, et puis dans les livres que j'ai lus de Pierre Rabhi, c'est qu'en fait, lui, c'est un homme d'expérience, expérience de la vie, hein, pas de l'expérience scientifique, de l'expérimentation, mais il ne conteste pas la science, le savoir scientifique. Il ne mène pas un combat en faveur de positions obscurantistes, d'un retour aux techniques ancestrales. D'ailleurs, il s'appuie sur l'intelligence, il en appelle à la conscience de chacun, et il n'est pas il tourne pas le dos à la science. En revanche, c'est vrai qu'il a peut-être un rapport ambigu à la technologie, comme le signalait Brint. Technologie qui est souvent décriée parce qu'elle est confondue avec les applications qu'on en fait dans la production. Mais la technologie, c'est la technique qui a sa propre raison, qui cherche pour elle-même, pour son propre compte, mais qui ne s'applique pas nécessairement au monde. Hein. Voilà. Elle a sa propre... C'est la rationalité de la technique. Alors, peut-être qu'on trouverait des éléments critiques de Pierre Rabhi sur les technologies, sur la diffusion de technologies, mais ça renverrait plutôt à la production qu'à la critique de la science et à la technologie en tant que telle. Voilà. En fait, c'est pas un esprit rétrograde, à mon sens, ce que j'ai lu. Il ne s'oppose pas aux sciences et on n'est pas du tout dans l'imagerie des Babacou, l'art des choix, qui renonçaient à la civilisation et qui tournent le dos au progrès.
Et d'ailleurs, on le voit, puisqu'il pose des problèmes économiques, il y a une pensée du monde classique, parce que vous parlez de Diogène, ben c'est le cosmopolitisme, c'est un cosmopolite, c'est un citoyen du monde, et il a une pensée du monde, il se déplace, il rencontre, il apprend sans cesse des langues, il se forme, et il n'est pas du tout, il ne cherche pas simplement à renouer avec les techniques qui ont été mises au clair par le roi Bourran, vous savez, dans les techniques de la paléontologie, enfin la préhistoire, etc. C'est pas du tout là-dedans, quoi. Voilà. Enfin, on peut quand même souhaiter qu'il passe un peu plus à l'ordinateur, par exemple, pour écrire, au lieu d'occuper d'une part sa femme et d'autre part une secrétaire, hein, je veux dire. C'est vrai. Dommage, mais bon, c'est secondaire 80 ans. par rapport au personnage. Pas encore. Je pense qu'écrire de la main en papier, c'est très important. Oui. Parce que la pensée est fluide, alors qu'avec un écran, on a déjà la lumière qui nous saisit et qui nous pollue aussi. Hein. C'est pour des gens comme ça qui n'ont pas l'habitude de l'ordinateur. Moi, je souhaite qu'ils ne l'apprennent pas. Moi, ce qui se dégage de ce personnage, effectivement, c'est une grande humilité et une grande écoute. À chaque fois qu'il va sur un site, il ne va pas imposer un point de vue. Il va dire, notamment dans un monastère, il dit, regardez déjà ce qui est autour de vous et comment l'exploiter. Et bon, ça c'est phénoménal, une simplicité mais efficace. Il part toujours du vivant qui est autour de lui. Alors moi je me suis posé la question, transformer le monde, et bon, il manque un lien entre les deux. On peut toujours dire, ça se passe comme ça, en transformant le monde, je me transforme. Mais il me semblait qu'il manquait une idée, un principe pour éclairer le lien qui existait entre la transformation du monde et la transformation de soi. Et si vous êtes volontaire, on peut avancer une idée supplémentaire qui n'est peut-être pas présente chez Pierre Rabhi de manière explicite, mais qui est présente dans sa pratique et dans sa vie. C'est le concept, ou l'idée, excusez-moi de dire concept, hein, moi je suis habitué, le concept c'est l'idée qui va être définie, donc vous pourriez redouter une définition, mais le concept de disposition acquise ou d'exis, chez les... Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, ce qui est intéressant, c'est précisément la démarche de Pierre Rabhi, parce qu'elle est consciente, elle est volontaire, il se pose des questions, il a une expérience, il découvre des pratiques, il renoue avec elles, et puis ces pratiques, il les contracte. On le voit dans son champ, à Montchamp, ou dans son jardin. Il y a quelque chose qui ne relève plus de la réflexion, qui relève du simple contact sensuel à la terre, à l'espace. Et il est parti quand même, parce que, comme vous le rappeliez au début, c'était un ouvrier spécialisé, enfin, il s'est retrouvé ouvrier spécialisé. Il a fait plein de petits boulots en Algérie, mais quand il est arrivé là, il s'est retrouvé à l'usine, je ne sais plus ce qu'il faisait exactement, quelle tâche il occupait, une tâche de factotum, ou je ne sais plus exactement, mais il était loin des Cévennes, il était loin de l'Ardèche, et il a mûri, il a laissé mûrir ce projet. C'est un projet volontaire, conscient, pensé, avec des tâtonnements, parce qu'il va rencontrer de nombreuses difficultés avant de s'installer. Et donc la volonté est là, et puis le résultat c'est qu'il y a donc la volonté, la réflexion, l'obstination, et puis à la fin il y a quelque chose qui relève de la pure immédiateté, de la sensualité, de la sensation immédiate. Il n'y a rien d'intellectuel, il y a une espèce de geste quasi naturel. Quand on le voit repiquer, je ne sais plus exactement ce qu'il repique dans son jardin ou dans son champ. Et là j'ai pensé à l'idée de disposition acquise, à force de répéter, à force d'être dans la volonté, on contracte des gestes, on contracte des habitudes de vivre, on applique les règles, et puis à la fin on devient un autre homme. On acquiert une seconde nature, et c'est peut-être cette nature-là qui nous apparaît, et qui nous semble être, au terme de ce parcours de vie qui a commencé dans la volonté, la conscience, une seconde nature, la nature d'un homme qui est devenu sage, qui s'agit, voilà, qui ne cherche pas le pouvoir et qui cherche aussi les choses simples, sentir le vent, même s'il est capable d'en parler,
Donc là, et quand il en parle, ça veut dire qu'il le pense, il n'est pas dans l'immédiateté. Même s'il est capable d'en parler, il est aussi capable de le vivre, on l'a vu. Et voilà, c'est aussi une ligne directrice intéressante pour nous qui pensons, parce qu'on est dans la pensée. Et puis il faut mettre du sens à sa pensée, il faut définir des principes de vivre, pour vivre aussi, parce qu'on ne peut pas se perdre dans la pensée. Puis à la fin, notre vie peut être transformée et on peut être assagi aussi. C'est ce parcours de vie qu'on peut viser pour soi quand on pense, quand on fait de la philosophie. Voilà. Il ne s'agit pas de se perdre. Des élèves, ça. Comment ça peut se transmettre à des élèves, l'intérêt de faire de la philo aujourd'hui? Comment on peut leur transmettre quelque chose de ça? Alors c'est hyper difficile, je vous cache pas, parce qu'on est en classe de terminale, il y a l'échéance du bac, il y a un tas de choses, c'est hyper difficile. Comment on peut le faire? Eh bien, en sortant du lycée, en faisant cours dans des parcs, comme je le fais, y compris à l'automne, en montrant que la philosophie, elle peut s'intégrer dans un monde, et puis en rappelant à ses élèves de les sous-bois qui vivent dans des cités, qui sont aussi intégrés dans un monde, dans une nature, que la nature elle existe, et qui doivent y trouver leur place, et qui peuvent aussi changer le monde pour mieux s'insérer dans ce monde qui peut les accueillir. Alors pas le monde des villes, qui les accueille, mais il y a quand même une disponibilité du monde pour accueillir tous les êtres humains. Mais c'est très très difficile, en un an, avec un programme de philosophie assez difficile. Vous évoquiez à l'instant les difficultés qu'il a eues pour s'installer là-bas. Entre autres, c'était se voir refuser un crédit par le Crédit Agricole. C'est adressé. On ne veut pas vous aider à vous suicider. Voilà. Madame, je disais qu'on revient sur un sage. La petite anecdote où il a fait un échange avec un paysan du coin, et puis lui il regarde le paysage, il a un cheval, et puis le paysan à côté, lui il voit qu'ils ont 50 hectares de bois. Et c'est pas parce qu'on est à la campagne, parce que moi je viens de la campagne, je suis de ce coin-là, mes parents étaient paysans, et souvent les gens de la ville arrivent et puis disent, ouais, je sais pas, le vieil oncle qui était à la campagne, ça c'est un sage, non? C'est pas parce qu'on est à la campagne qu'on est sage. On ne sait pas forcément regarder autour de soi. Et lui là, il est étonné parce que je crois que ça le définit bien. Et ce qui est intéressant de nous rappeler que, au fond de la raison, au fond de notre esprit, il y a une espèce de bouillon permanent d'images, de rêveries, et que la raison, l'intelligence ne sont que des fonctions qui surnagent de tout ça. Mais au fond de notre esprit, c'est le rêve, il nous le rappelle aussi. Voilà. Il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y a pas que la raison. Il y a aussi la sensibilité, le rêve, l'imagination, la mémoire. Et tout ça, ça donne, quand on l'exprime librement, sans passer par la raison, ça donne de la poésie. Voilà. Mais chez lui, le rêve nourrit l'action quand même. Oui. Il ne reste pas... Vas-y. Non, c'est juste que on sent que sa rêverie, elle se nourrit de la terre, de l'air, du chant des oiseaux, et que ça nourrit son action. Il ne va pas rester dans un hamac, à se dire, ah tiens, je pourrais faire ça, je pourrais penser le monde autrement. Après, il se lève, il prend sa brouette et il continue à planter, à faire, à aller partager ce qu'il a trouvé, ce qu'il a ressenti, ses connaissances, et à essayer justement de changer le monde en retournant vers des pratiques où l'homme est en harmonie. Je crois que c'est aussi peut-être le mot qu'on n'a pas encore prononcé, c'est qu'il est en harmonie avec le monde dans lequel il vit, ce qui est le cas de peu de gens finalement, je crois. Oui. Et le grand intérêt du rêve, c'est justement de nous mettre en présence de quelque chose qui n'existe pas, qu'on peut se représenter immédiatement et qu'on peut essayer de viser, et en trouvant des moyens obliques pour l'atteindre, pour le réaliser. Peut-être que le rêve de cette vie en harmonie avec la nature est présent dès le départ. Sans doute, avec les difficultés. Dans son premier livre biographique du Sahara aux Cévennes, il y a des descriptions de souvenirs de l'enfance où il se retirait aux portes du désert, dans le vent, si maintenant, malgré toutes les difficultés qu'il avait comme enfant à maintenir son corps érigé dans le vent. Et il y a cette expérience, ce rapport-là à la
nature, sentir en harmonie malgré la résistance de la nature ou des éléments. Et c'est peut-être quelque chose qu'il a retrouvé aussi en Ardèche, avec le vent qui est terrible, la neige aussi, parce que c'est pas... C'est ce qui rend humble aussi peut-être. Et humble, oui, tout à fait. Et cette humilité n'est pas sans nous rappeler évidemment la problématique de l'agroécologie, l'humus, bien sûr. Et, ouais. Parce que si on a un doute sur l'étymologie d'homme, alors si elle renvoie nécessairement humus, sur l'humilité, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de difficulté, c'est le même champ. Merci pour votre accueil.